J'aurais demandé il y avait à 10 ans si les gens sont connectés, ils auraient dit oui. Je demande aujourd'hui, les gens vont dire oui. Je demande dans 10 ans, les gens vont dire qu'on est connecté. Oh, 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 c'est pas le même niveau de connectivité. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Mais quand on avait notre téléphone avec la pire connexion Internet, on pensait qu'on était connecté. Attention, les termes changent. On est en train de redéfinir au fur et à mesure. Un des enjeux que je vois, par exemple, c'est certains professeurs maintenant, c'est- et je suis sûr que certains profs qui nous écoutent l'ont vécu, un étudiant un peu malade, a des problèmes techniques ou peu importe, il dit, ah, est-ce que je peux avoir une copie du cours? Hmm, ok, ouais, je vais le donner. Maintenant, il y a toujours des enjeux de connectivité. Est-ce que je pourrais toujours lui envoyer une copie? Mais au fond, j'ai fait le cours l'année passée, parce qu'on est disant l'année suivante. Est-ce que je pourrais au moins prendre le cours de l'année passée, puis faire un petit suivi rapide sur ce qui manque, etc. Et là, à un moment donné, il y a des professeurs plus proactivement disent, tu sais quoi, je vais carrément juste enregistrer ce cours-là, parce que je veux être un peu en situation. On parlait de classe inversée, donc faire les cours au maître à ta vitesse et se concentrer justement sur l'expérience, l'interactivité, Alors, poser des questions, etc. Alors oui, j'aimerais beaucoup avoir l'avis d'un parent d'élève parce que Mhm. c'est un concept qui est évidemment extrêmement séduisant. On se demande toujours pour les élèves si c'est adapté à tous les élèves parce que est-ce que tous auront l'autonomie d'aller consommer un cours tout seul pour ensuite être prêts à échanger uniquement à partir de la connaissance du cours en classe. Donc ça, j'aimerais beaucoup avoir le... C'est une question de naïve, hein, vraiment de personne qui n'est pas une pédagogue, mais c'est vrai que voilà, je me pose la question. Et après, j'aimerais beaucoup reprendre certains commentaires dans la conversation parce qu'on a quand même, on en a eu beaucoup. Et voilà, donc si vous voulez, je ne sais pas si Alexandre ou même Élise ou Nadine, vous avez des choses par rapport à ce concept de classe inversée qui en effet semble tout à fait adapté au numérique, ou en tout cas à tout ce qui est distanciel. Ben, si je peux dire quelque chose, la formation à distance, là, ça fait 40 ans que l'enjeu, c'est l'engagement puis la motivation. On est des adultes, on s'inscrit à des MOOC. Des fois, on paye pour des cours universitaires puis on les abandonne. Fait qu'imaginez, tu sais, un ado puis un jeune. C'est pour ça que moi, je travaille gros en ludicisation, de rendre ça trippant. Comment, tu sais, il faut qu'il y ait le goût, tu sais, comme disait Elise, dans le fond, l'onglet d'à côté, c'est ton jeu que tu aimes faire. Fait qu'il faut que ta formation, tu n'as pas le choix que ce soit trippant, que ce soit cool. Puis c'est là-dedans qu'on travaille, nous autres, à rendre ça vraiment le plus. Qu'ils comprennent l'importance de le faire, tu sais, puis qu'ils aient le goût de le faire, puis qu'ils comprennent que ça lui sert aussi. Parce que, tu sais, sinon, oublie ça. Là. Si tu le laisses aller tout seul comme ça, puis c'est super dull, puis tu n'as pas le goût de le faire, toi-même qui es spécialiste, tu n'aurais pas le goût de faire ce que tu lui demandes de faire, ben, tu sais, oublie ça, là, ça ne fonctionnera pas. Fait c'est clair que moi, pour moi, c'est une ère de la guerre, là, la motivation puis l'engagement. Oui. Puis, fait que c'est ça, c'est possible, la classe inversée, mais il y a effectivement des enjeux. En fait, dans les premiers temps de la recherche sur la formation à distance, il y avait eu cet espoir que ça allait disons, augmenter l'autonomie chez les gens, mais c'est pas vrai. C'est pas ça qui se passe. Ouais, C'est les gens autonomes qui sont attirés par la formation à distance et non pas l'inverse. Exact. d'accord, d'accord. Élise, est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? J'aurais beaucoup de petites choses à dire, mais je voulais réagir en fait à l'anecdote qu'a rapportée Nicole, que l'école, c'est toujours l'endroit où Internet ne marche pas. Et moi, ça me fend le cœur en fait d'entendre ça parce que l'école, on le sait, il y a toute une réflexion au Québec pour rendre les écoles belles, accueillantes, que les enfants aient envie d'y aller. Puis là, l'Internet, ça devrait être le truc cool qui les attire. Puis associer l'école à l'idée d'échec de l'Internet, je trouve que ça devrait vraiment être un enjeu très important. Puis vraiment, le travail, par exemple, ou les initiatives qu'a Valentin, ça me paraît vraiment des initiatives qui devraient être tellement soutenues au niveau des gouvernements. C'est vraiment crucial en termes, si on parle d'accès, en termes de diversité de situations, etc. Et puis, on est dans deux provinces où justement où les enjeux de géographie sont vraiment fondamentaux. Pour ce qui est de la classe inversée, il y a tellement de choses à dire. Je dirais, ça dépend beaucoup déjà de l'âge des apprenants. Puis je sais, par exemple, moi, je fréquente beaucoup les enseignantes de l'école primaire. Ça fait plus de 10 ans que je suis engagée comme bénévole dans cette école. Et chaque enseignante, chaque année, me dit: «Ah, mais ce groupe d'enfants est différent de celui de l'année passée». Puis
Ça reflète tellement mon expérience d'enseignante aussi. Oui, il y a des cours que j'enseigne tous les hivers, mais c'est les cours que je préfère, puis c'est ceux qui évoluent le plus. Et je serai très réticente à devoir, enfin, je sais que je vais devoir le faire à un moment donné, mais m'enregistrer, parce que sinon, comment je tiens compte des évolutions, on parle de politique, on parle de diversité culturelle, du droit des minorités. Il y a des nouvelles études de cas chaque année que je peux faire là-dessus. Une fois que le cours est enregistré, ça bouge plus vraiment, et les étudiants seraient sensibles à ça, c'est certain. Après, moi, dans mon enseignement à des étudiants qui sont déjà adultes ou presque, ça dépend encore un petit peu là, du niveau de maturité. Mais là, quand on leur lance des projets spécifiques, on voit qu'il y en a qui embarquent vraiment et qui passent un temps phénoménal qu'ils n'auraient jamais passé si on leur avait demandé une dissertation ou un essai traditionnel. Et là, c'est la beauté de l'affaire quand en plus, ils ont des e-portfolios en ligne ou des choses comme ça. Donc là, non seulement ça les aide à développer leurs compétences numériques, à sélectionner les informations et à créer quelque chose de beau qu'ils vont pouvoir garder au-delà de leur cursus universitaire. Mhm. Donc, ça dépend de beaucoup de choses, mais moi, je serais vraiment, enfin, comme enseignante et comme parent, ma priorité irait au jugement de l'enseignant et à garder le maximum d'adaptabilité à chaque enfant ou chaque groupe. Enfin, pour moi, c'est ce qui apporte le plus dans la qualité de l'enseignement. C'est peut-être Alors, l'inverse du logiciel de ce que nous montrait Valentin au tout début, où on met une phrase lambda au début, puis hop, ça génère automatiquement du contenu. Je ne veux pas ressembler à ça. mais alors, ce que j'imagine que ce que tu vas peut-être répondre, Valentin, c'est que finalement, c'est peut-être dans la partie discussion qu'on peut ajouter cette adaptabilité, peut-être. Mais bon, je comprends très bien que… les deux font sens. En fait, il y a un truc, c'est pas tout. Et là, je prends mon expérience de ce que j'ai vu à travers les différents cycles jusqu'à l'université. C'est pas tous les professeurs que leur partie préférée, c'est la partie magistrale ou que leur partie préférée, c'est la partie régler les petits problèmes et tout. Ça prend de tout pour faire un monde. Et dès qu'on accepte ça, exemple, on va prendre un exemple safe, on va aller vers l'espace universitaire. Dans l'espace universitaire, il y a beaucoup de professeurs. Ils vont vous le dire, si vous leur demandez vraiment franchement dans un setup qui le permet, ils sont là pour la recherche. Ils n'ont pas envie d'enseigner. Ils doivent le faire, mais réexpliquer le ABC à chaque année à une classe, c'est pas ça qui les intéresse. Vous savez quoi? Ces professeurs-là ne devraient pas enseigner. Ils devraient se concentrer sur ce qu'ils font. Et les professeurs qui adorent enseigner devraient se focuser sur enseigner. Je donne un exemple universitaire parce que Oui. on le voit, on l'a tous vécu, par exemple. Ce qu'on arrive avec ces approches, c'est surtout se dire, est-ce qu'on peut rajouter des cordes à nos arcs? Un exemple, Élise, par exemple, qui est très simple, c'est de dire, oui, on aime quand on est en présentiel, par contre, ça a un coût. Et quand on n'a pas le luxe de faire des… Si on n'est pas dans une situation où on peut se permettre d'avoir le choix, il faut commencer à faire des compromis. Exemple, pour sûr, je peux donner comme conseil très simple, faites pas une vidéo de 1 heure. Coupez-la en petits segments. Pourquoi? Parce que c'est pas tout votre contenu qui change à la même vitesse. Il y a des exemples qui changent très très rapidement et il y en a qui sont tout le temps vrais. Tirez-vous pas dans le pied en disant je vais enregistrer une grosse vidéo parce qu'après ça va être difficile de changer.